Bonsoir, bienvenue dans Quartier Libre. Ce soir, je reçois Virginie Jeanblanc, qui est infirmière environnementale. Pardon. Bonsoir. Donc, bonsoir Virginie. Bonsoir. Donc, tu as 35 ans, tu vis près de Grenoble C'est ça. et tu es à la base infirmière diplômée d'État et ancienne formatrice en soins esthétiques. C'est ça. Et ensuite, tu as passé un diplôme universitaire en phytothérapie et je vais y arriver, en aromathérapie clinique. C'est bien ça. Et ensuite, plus récemment, je crois, dans ce contexte de pandémie mondiale, tu as décidé de te tourner plus vers l'éco-infirmerie. Tout à fait. Donc, Tout à fait. est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'éco-infirmerie? Bien sûr. Donc, l'éco-infirmerie, c'est le nom que j'ai donné en fait à mon activité pour lui donner un cadre dans lequel j'exerce en tant qu'infirmière en santé environnementale, éco-infirmière. Donc, mon objectif, c'est d'accompagner de façon individuelle, au travers de consultations, pour pouvoir informer et initier les gens au changement dans leur quotidien, que ce soit en lien avec leur santé, puisque c'est un service de prévention, que ce soit en lien avec leur environnement, d'où la santé environnementale. D'accord. Mm. Et toi, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé environnementale, justement? Bah, des prises de conscience, on va dire, qui sont progressives, puisqu'on ne peut pas ne pas voir à un Mmh. moment ce qui se passe autour de nous. Et puis, je crois qu'il y a, dans mon parcours de femme, la prise de conscience la plus importante, c'est quand j'ai eu des enfants. Ouais. Puisqu'on ne se met plus à penser uniquement au travers de son prisme personnel, mais on a la responsabilité de nouvelles vies. Donc, Mmh. le regard change, le questionnement change, les comportements changent. Et ça permet une prise de conscience beaucoup plus large. Ouais. Et par rapport à ton parcours, tu as travaillé, tu étais infirmière donc et tu as travaillé tu as travaillé à l'hôpital, peut-être où tu étais à ton compte? Comment ça se passait? Alors, c'est vrai que moi, je suis le fruit de plusieurs changements de voie professionnelle. Ouais. Donc, l'esthétique, avec la formation en soins esthétiques, où là, c'était l'opposé total, parce que j'étais dans le milieu de la parfumerie et du soin, mais du soin esthétique. Alors là, on n'est pas du tout, enfin, en tout cas à l'époque, c'était pas du tout en lien avec la santé environnementale. Mmh. Et je me suis réorientée vers le soin infirmier, en faisant du coup l'Institut de formation en soins infirmiers. Et moi, j'ai travaillé en psychiatrie. D'accord. C'est là où j'ai trouvé voilà, mon épanouissement, on va dire, puisque j'ai retrouvé dans ce soin-là une reconnexion à l'autre et un accompagnement individuel. Et puis, c'est une autre dimension du soin dans la psychiatrie. D'accord. Voilà. Et tu as, enfin, je veux dire, il y a eu une volonté particulière par rapport à des frustrations que tu pouvais avoir dans le monde de la santé ou dans ce que tu faisais, qui t'a vraiment motivé à te pousser vers des choses un peu plus alternatives, on va dire? Bah, complètement. Déjà, après, c'est personnel, mais c'est dans la structure, on va dire. C'est déjà dans la structure même de l'hôpital où tous les individus ne peuvent pas forcément trouver leur place et où, en tant que soignante, j'ai eu du mal à trouver ma place dans cette structure-là, dans cette Mmh. hiérarchie-là, dans la façon dont est proposé ou amené le soin. Et il me manquait vraiment cet aspect de prévention, puisque dans le soin, on est beaucoup, beaucoup dans le curatif et on est très peu dans la prévention. Et même des fois, quand on voit les repas tout simplement qui sont apportés au lit des patients, on se dit, mais mince, déjà, rien que si Mmh. le repas apporté au lit des patients était, je sais pas, bio et local, je pars un peu sur des clichés, mais c'est euh, c'est essentiel, voilà. Bah, Et je ne vois ne serait-ce que de la nourriture vivante, quoi, déjà. que c'est ça, c'est ça. Parce qu'à l'hôpital, c'est un peu, ouais. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est voilà, dans le cadre, dans la structure, dans le soin et dans ce manque de prévention. Moi, c'est personnel, mais dans mon parcours, il me manque la prévention. La prévention, Mmh. elle est présente nulle part. C'est déjà, je vais pas dire il est trop tard, parce que c'est faux. Mmh. Le soin curatif est là pour ça. Mais on est allé trop loin. Il y a énormément de choses à faire en amont
avant d'arriver sur un lit de soins, en fait. Bah, oui, c'est un peu le problème dans la société aujourd'hui, c'est que les gens attendent d'être malades pour aller se préoccuper de leur santé. Mm. Alors que justement, quand on est malade, c'est déjà trop tard, en fait. Si on est malade, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, dans la médecine traditionnelle chinoise, je ne sais pas si tu connais un petit peu, les médecins, en fait, les familles vont voir les médecins une fois par an. Enfin, et donc, ils payent leur médecin pour faire un check-up, en gros, pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Et le médecin va être là pour faire de la prévention, c'est-à-dire vous devriez consommer plus de ci, plus de ça, moins de ci, moins de ça, etc. Et à la limite, quand les gens tombent malades, quand ils vont voir leur médecin, ils ne payent pas parce que c'est que le médecin a mal fait son travail. Voilà. Je connaissais ce concept-là. Oui. C'est un petit peu tout l'opposé de la médecine, on va dire, occidentale, où on est dans la médecine du symptôme. Donc, on est là pour camoufler les symptômes, mais on ne s'intéresse pas à la cause. Et la C'est ça. cause, on peut s'y intéresser en faisant justement de la prévention. Et pour ça, il faut déjà s'intéresser un petit peu à soi-même et pas Mm. déléguer sa vie, enfin sa santé, à des experts de la maladie. Oui, puis la prévention, c'est même en amont du symptôme. C'est, comme tu disais, c'est avant ça. Ça passe aussi par la connaissance de soi, Mm, puisque la symptomatologie et donc la maladie n'est pas complètement à diaboliser, puisqu'elle est là pour montrer un dysfonctionnement. Ce sont des signaux d'alerte. J'aime bien le jeu de mots, le mal a dit, mm, puisque c'est une façon de traduire justement un problème à la source, comme tu le disais. ouais. Oui, en fait, c'est ça. Faut apprendre à s'écouter, quoi. Mm. Moi, j'aime bien cette image. Alors, j'en parle à chaque fois que je fais une émission autour de la santé, je reprends cette métaphore parce que je trouve que c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on tombe malade, en fait, on pourrait imaginer ça. On est chez soi, il y a l'alarme incendie qui se met à sonner. Donc, en fait, plutôt que d'aller éteindre le feu, on va débrancher l'alarme. En fait, Oui, quand tout à on fait. prend des médicaments, ouais, quand on prend des médicaments pour cacher les symptômes, en fait, ou pour soulager les symptômes, c'est comme si on éteignait l'alarme, en fait. Mais le feu continue de brûler. Et Mhm. on n'a pas un moment, il n'y a pas un moment où on se dit, bon, d'où est-ce que le feu est parti? Qu'est-ce que je pourrais faire déjà pour que ça se reproduise pas et déjà comment je peux l'éteindre? Non, non, on coupe, on débranche l'alarme et on retourne se coucher. Mhm. Fatalement, à un moment, le feu va se répandre. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec le monde de la santé, enfin aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres endroits, comme avec la médecine ayurvédique ou d'autres, ou la médecine traditionnelle chinoise ou autre. Voilà. Mais ensuite, bah voilà. Ensuite, quelles sont les alternatives aujourd'hui en Occident, en France, par exemple, pour se soigner autrement? Bon, déjà, il y a la prévention, mais on n'est pas très, très bien conseillé, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'est pas bien conseillé, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un thérapeute ou de trouver quelqu'un qui va être sur lequel on va pouvoir se fier. Déjà aujourd'hui en France, c'est particulièrement en France, j'ai envie de dire, il y a vraiment aucun contrôle sur tout ce qui est médecine alternative. Donc, malheureusement, c'est un effet de mode. Il y a un business et il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Moi, par exemple, demain, moi, je m'y connais un petit peu, mais je veux dire, des gens qui s'y connaissent pas du tout ou autres peuvent très bien lancer un cabinet de naturopathe ou de ce qu'ils veulent en France. Il n'y aura aucun contrôle. Moi, en tant que patient qui ait besoin de trouver quelqu'un de confiance, je suis un peu perdu. Je ne sais pas vers qui aller, où aller, etc. Et du coup, il y a comme un effet enfin, les gens sont méfiants de tout ce qui est médecine alternative, surtout en France, je trouve. Tout à fait. Et voilà, préfèrent aller voir leur médecin, même si bah, voilà, les médecins, c'est des gens de bonne foi, c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté. Malheureusement, ils sont formés pour vendre des médicaments et donc apprendre aux gens à couper la sonnette d'alarme et pas à chercher la cause de leur problème. Et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle on en est là aujourd'hui et pourtant pourquoi une grande partie de la population est malade. Pour moi, être malade, c'est pas forcément avoir des symptômes. Pour moi, être malade, c'est avoir un terrain propice à la maladie. Et aujourd'hui, bah, la grande majorité des gens dans notre société est malade.
Et donc, moi, ce que je trouve intéressant justement avec ce que tu fais avec l'infirmerie environnementale, Voilà. c'est que tu es un petit peu dans enfin, dans certaines de ces thérapies alternatives à faire de la prévention, à essayer d'analyser quel est le terrain justement des gens, leur environnement, leur hygiène de vie, etc. Et tu vas leur donner des conseils, on va dire, plutôt naturels, au niveau de l'alimentation, au niveau de changement de leurs habitudes, au niveau de choses comme ça. Et tu as un statut d'infirmière, donc c'est rassurant quelque part pour les gens. Oui. Mais si tu veux, je peux revenir un petit peu comme ça pour éclairer un petit peu les soignants qui nous écoutent et pour remettre un petit peu dans le contexte, expliquer comment aujourd'hui est construit et encadré le rôle et le travail de l'infirmier et comment j'en suis arrivée là pour voir un petit peu comment je me positionne et mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le changement de paradigme dans le soin, il est possible et il peut venir de l'intérieur. Donc, surtout pour une prise de conscience de l'importance de la prévention et pour éviter, comme tu disais, une médecine de la maladie et plutôt se tourner vers une médecine de la santé. Donc, aujourd'hui, le rôle de l'infirmier, quand il est diplômé d'État et qu'il est passé par l'Institut de formation en santé infirmier, en soins infirmiers, son rôle est régi par le Code de la santé publique. Donc, dans le rôle infirmier, il y a un rôle propre et il y a un rôle prescrit. C'est-à-dire que quand on travaille dans une structure, on a un rôle qui est sur prescription, qui dépend de la prescription médicale duquel on ne peut pas sortir. Et il y a le rôle propre. Et le rôle propre, c'est tout ce que peut faire l'infirmier sur son initiative, sur ce qu'il est capable d'observer, sur ses diagnostics infirmiers. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est soins visant à l'hygiène de la personne et de son environnement, la surveillance de l'hygiène et l'équilibre alimentaire, la surveillance des effets des médicaments. Ça peut être intéressant, par exemple, s'il y a une prise de phytothérapie ou d'aromathérapie, de connaître les interactions. Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire, surveillance du repos et du sommeil. Toutes ces surveillances, elles font partie du rôle propre de l'infirmier. Donc ça, c'est sur son initiative, c'est sur son savoir-faire, sur son savoir-être. Donc, il peut mettre en application. Et puis, tout au long de sa formation, l'infirmier, il acquiert des compétences qui sont dans un référentiel de compétences, puisque tout est bien dans des cases. Donc, il doit évaluer une situation clinique et établir un diagnostic, concevoir et conduire un projet de soins, initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs, rechercher, traiter des données, etc. Donc tout ça, ça conditionne un peu le rôle de l'infirmier. Et mon choix, c'est de mettre en application, de rester dans le cadre de mes compétences, mais de lui offrir mon cadre à moi, qui est celui de l'éco-infirmerie. Donc, c'est-à-dire que je reste dans ce que je sais faire, dans ce que je peux proposer et ce qu'un infirmier est en mesure de proposer, mais dans un autre cadre qui est alternatif, on va dire. Donc ça vient compléter ta formation initiale et du coup, ça vient, enfin, on va dire, augmenter les possibilités de soins que tu peux apporter à tes patients. Et voilà, et ça a ce côté rassurant parce que tu es, on va dire, tu n'es pas la personne du New Age qui fait des marabouts ou je sais pas quoi, comme ça peut être un peu dans la tête des gens des fois. Bah, tout ce que je viens de te dire là, ça fait partie vraiment de la formation de base de l'infirmier. Et moi, ce que je vais aller chercher en plus au travers de l'IFSEN, donc c'est la formation en santé environnementale, donc ça a été créé par Philippe Perrin ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il essaye de semer des graines comme ça, qu'il a eu la vision d'un éco-infirmier ou d'un infirmier en santé environnementale. Il avait pressenti ce besoin, qu'il y ait besoin de soignants qui soient formés à plus que uniquement le soin curatif. Ouais. Et donc, l'IFSEN permet de s'enrichir sur, donc c'est des thématiques qui vont te parler, je pense, sur l'alimentation et les OGM, sur l'eau et les cosmétiques, l'air et l'habitat, tout ce qui est bruit, nanotechnologie, les déchets, le rayonnement, le développement durable, la santé intégrative. Et moi, je viens vraiment m'intégrer dans la santé intégrative, c'est ça. C'est la santé intégrative, c'est de mettre en lien le patient avec le médecin, mais aussi avec l'ostéopathe, avec le naturopathe, le sophrologue, l'hypnothérapeute, etc. Et l'infirmier et l'infirmière a vraiment un rôle transversal au milieu. C'est
pouvoir savoir aussi travailler en pluridisciplinarité, si c'est ça? Ouais, ouais. Pluriprofessionnalité, voilà. Mais quelque part, tu as un rôle un peu central, quoi, en fait, dans tout ça. Voilà, le but, c'est d'être transversal sur Mmh. toutes ces notions et de pouvoir faire du lien. Et le rôle de la santé environnementale, puisque tu me disais tout à l'heure, finalement, c'est quoi la santé environnementale? C'est l'impact de tout ce qui nous entoure sur notre santé. Et avec l'IFSEN, avec cette formation supplémentaire, on peut faire le lien entre les deux, entre la santé et entre l'environnement, et aider les patients à faire ce lien. Voilà. D'accord. Et en fait, bah, moi, il y a une chose que je trouve un peu dommage, c'est que toutes ces choses-là que tu apprends dans cette formation, entre autres, hein, parce que c'est aussi, des choses qu'on peut apprendre dans d'autres formations pour être naturopathe ou autre et cetera. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans les formations, que ce soit des infirmiers, des médecins ou tout ce personnel, on va dire, du monde de la santé, aujourd'hui, Mm. qui n'est rien, qui parle de tout ça, quoi. On leur apprend, la physiologie, le corps et cetera. On leur apprend les médicaments, quels médicaments faut donner pour éliminer tel symptôme et cetera, mais on leur apprend pas exactement, la vie, comment, le corps fonctionne et qu'est-ce qui le enfin voilà, toutes ces choses-là que vous apprenez dans ce genre de formation, un médecin malheureusement en 10 ans d'études, il a quasiment aucun cours là-dessus, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a un manque à cet endroit-là, et comme tu le soulèves bien, par exemple, à l'IFSI, Philippe Perrin intervient peut-être 1 heure et demie sur 3 années d'études pour parler de santé environnementale. Donc, Mmh. c'est effectivement très restreint. Et cette formation, c'est pour ça qu'elle est ouverte. D'ailleurs, il y a des médecins qui suivent cette formation, heureusement. Donc, c'est Et ouvert aux infirmiers, aux médecins, aux aides-soignants et à toute profession médicale et non médicale aussi. On mmh peut. et encore toi, c'est vraiment dans ton centre de formation d'infirmière qui avait cette 1 heure et demie de cours, Ah bah, sur la santé environnementale, mais c'est pas quelque chose de généralisé, quoi. c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. Et c'est aussi l'intérêt d'être là aujourd'hui avec toi, c'est de pouvoir dire aux soignants, ça existe. Vous Mmh. pouvez trouver ce complément d'information. Vous pouvez agir de l'intérieur. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a la naturopathie, il y a la médecine compo qui est la médecine japonaise, la médecine traditionnelle chinoise, il y a l'ayurveda, il y a plein de médecines holistiques et complémentaires. Et nous, au milieu, on reste dans notre soin focalisé plus sur le curatif, la symptomatologie et plutôt la pathogénèse. Et il y a une autre approche qui s'appelle la salutogénèse. Plutôt que de voir les choses du côté de la maladie et comment ne pas être malade, on va Mmh. plutôt se tourner sur comment préserver son potentiel santé et comment rester en santé. Et puis ça, on peut le faire de l'intérieur parce que comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait un DU en phytothérapie, en aromathérapie. Et c'est un diplôme universitaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une infirmière, elle peut avoir accès, si elle veut, à un complément sur l'aromathérapie, la phytothérapie. Il existe aussi un DU sur l'hypnose, il y a un DU en nutrition. Il existe plein de DU comme ça complémentaires qui, au final, apportent un bagage qui peut se rapprocher de celui des naturopathes, mais en passant par l'intérieur, en passant par le système de santé qu'on connaît. Et c'est Mmh. possible d'avoir ces informations et c'est possible de les utiliser. Est-ce que c'est des formations qui sont coûteuses? Alors, elles ont un coût. Elles ont un coût, c'est vrai. Rien n'est gratuit. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup comment on appelle ça, de facilité, de solutions pour trouver des prises en charge au niveau des formations, puisqu'il y a des droits à la formation pour les infirmiers et les infirmières. D'accord. Voilà. Donc il y Après, a quand même des aides, par rapport à ça, quoi, de ah l'État? oui, les DU, quand dans certains services, avec le droit à la formation, dans certains services, il y a des listes de DU et les soignants peuvent choisir quel DU ils souhaitent faire, quelle formation complémentaire ils peuvent faire. Donc, il y a des formations qui sont des DU qui sont pris en charge, qui peuvent être pris en charge. C'est pas D'accord. systématique. Donc quand on prend conscience un petit peu de toutes les problématiques qu'il y a autour de ce système de santé en France, bon, c'est un peu mondial, mais on va rester sur la France. Sachant qu'il y a des aides qui permettent d'accéder à ces formations, assez facilement au final. Hem, voilà, aujourd'hui que ce soit toute personne qui travaille dans le milieu, de la santé,
s'il est un tant soit peu conscient des problèmes de ce système de santé aujourd'hui, il se doit un petit peu d'aller vers, ouvrir un petit peu ses horizons, ses connaissances pour pouvoir aider au mieux, ses patients ou les personnes qu'il est amené à devoir aider, quoi. Voilà. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, ça demande aussi un peu d'énergie, dans le sens où, par exemple, dans notre promotion cette année, il y a des infirmières puères ou des accompagnatrices de la petite enfance qui ont dû se battre pour avoir cette formation, pour qu'elle soit remboursée, qu'elle leur Mmh. soit payée. Elles ont dû créer des dossiers, des projets, avoir le soutien de leurs supérieurs. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu contraignant d'obtenir gain de cause pour pas mettre de sa poche. Mais, euh, mais c'est possible. Mais il faut Mmh. s'accrocher, il faut avoir le projet, il faut faire bouger les choses de dedans, c'est plus dur. Bah, j'imagine que des personnes qui travaillent dans ce genre de domaine et qui vivent dans la frustration de ne pas pouvoir aider mieux, leurs patients, c'est pas la motivation qui doit manquer justement pour, pouvoir accéder à ce genre de choses et pouvoir, mieux aider, les patients derrière, quoi. Bah, c'est vrai que déjà, bah, on connaît un peu les conditions de travail des soignants en France aujourd'hui. C'est Mmh. pas facile. Donc, Ouais. quand il y a déjà le cadre dans lequel on travaille qui peut être pesant, la structure, le rythme, plus la vie familiale. Après, voilà, ça peut être plus compliqué de se dire il faut que je me tourne vers d'autres formations, il faut que je peux ouvrir mes horizons sur d'autres choses. On peut comprendre qu'il y ait des freins, mais ça demande de l'énergie, mais c'est possible. Mmh. Et d'accord, OK. Bah, écoute, c'est très intéressant tout ça. Toi, tu as un site internet qui s'appelle, lecoinfirmerie.fr où tu parles un petit peu de tout ça. Donc j'invite les gens à aller voir, ton site internet s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur tout ça, enfin beaucoup plus même. Oui. Et je mettrai, dans la description de la vidéo, des liens pour, s'informer un petit peu sur les différentes formations. Alors, comment s'appelle déjà la formation, pour faire ça? C'est l'AFEM? Non, L'IFSEN, IFSEN, d'accord, IFSEN, Institut d'accord. de formation en santé environnementale. OK. Bah, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans le milieu de la santé, ça peut être vraiment une alternative, vraiment intéressante, pour, enfin, en tout cas, si vous vivez une frustration de ne pas pouvoir aider comme vous voudriez, vos patients, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et encore une fois, je reviens là-dessus. Hem, il y a vraiment une perte de confiance envers les différentes santé alternatives. Ça vient compléter vos connaissances et ça ne retire rien au diplôme ou aux choses que vous faites déjà, mais ça vous permettra, tout en gardant un statut, on va dire, entre guillemets, mainstream, c'est-à-dire un statut d'infirmier, de médecin, de ce que vous voulez selon ce que vous faites chacun. Ça vous permet, tout en gardant la confiance des gens, de pouvoir les aider au mieux et je pense que vraiment aujourd'hui, ça peut être vraiment intéressant donc je vous invite vraiment à ça fait beaucoup de «vraiment» dans la même phrase. Je vous invite à aller regarder un petit peu tout ça. Oui, et puis parce que ça peut aussi parler aux infirmières. Par exemple, il y a des infirmières aujourd'hui qui font de la prévention, donc je ne veux pas oublier de soutenir aussi leur travail. Il y a des infirmières en milieu scolaire, en milieu professionnel, il y a des infirmières azalées, des infirmières en éducation thérapeutique. Il y en a des infirmières qui font de la prévention, mais on est déjà, pour certaines, dans du soin curatif. On est déjà sur des pathologies qui sont présentes et sur de l'accompagnement avec l'éducation thérapeutique, par exemple. Mais aujourd'hui, je ne connais pas d'acte infirmier qui consisterait à rester 1 heure et demie avec un patient pour l'aider à trouver un équilibre dans son hygiène de vie. Il n'y a Mmh. pas d'acte comme ça aujourd'hui. Donc, Bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est comme quand on parle des vaccins ou de certains médicaments, en fait, on mitraille des patients avec la même chose et on s'intéresse pas vraiment à chaque patient. C'est-à-dire que la santé, la médecine, c'est censé être du cas par cas et faire du cas par cas, ça prend du temps forcément, parce qu'il faut s'intéresser à ces patients et apprendre enfin, à comprendre quelles pourraient être les causes ou là où les causes de leurs symptômes, de leurs problèmes, pour essayer de remonter à la source et de les régler. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué dans le monde de la santé. et Puis puis surtout, les personnes ne sont pas formées à ça. oui, déjà d'une part, et d'autre part,
ça prend énormément de temps. Une prise de conscience, elle peut, ça dure, faire un choix et une prise de conscience, ça peut durer une fraction de seconde. Mais mettre en place après des changements derrière, ça peut parfois être l'histoire d'une vie ou de plusieurs années. C'est pas forcément simple. Parce que vu qu'on est un peu conditionné avec la peur de la maladie, on reste dans la peur. Donc on oublie Mm. que on peut regarder aussi à l'intérieur de soi pour trouver des solutions, pour contrer cette peur, justement, et rester dans une optique de santé plutôt que d'être dans une optique de maladie. Et avec une consultation à l'éco-infirmerie, c'est un petit peu comme ouvrir une porte. J'aime bien l'exemple, par exemple, quand une femme elle est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. Mm. Quand on cherche, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple écolo, mais quand on cherche à changer de voiture et Oui. qu'on a un modèle et une couleur en tête, on va voir ce modèle de partout et on va se dire, ah, on voit aussi ce qu'on a envie de voir et ce qui nous intéresse à l'instant T. Ouais. Et On est tous des hypochondriaques quelque part un petit peu. Hein. le fait d'ouvrir une porte sur la santé environnementale, on va ouvrir une porte, on va ouvrir une brèche, et cette porte, elle va rester ouverte. Et il y a des premières informations qui vont arriver, et après, toutes les informations qui vont arriver par-dessus, elles vont interpeller, que ce Mm. soit au niveau de l'alimentation ou de l'hygiène de vie en général. Donc, c'est vraiment l'ouverture de cette porte déjà qui est importante, c'est le premier pas. Ouais. C'est le premier pas. Ok. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Je ne connaissais pas quand on en a discuté tous les deux. Moi, vraiment, la partie que je trouve très intéressante, c'est ce que j'ai déjà évoqué dans la vidéo, c'est que vraiment les gens ont, pas tous, hein, mais beaucoup de gens ont peur d'aller voir un naturopathe ou d'aller voir ces différents thérapeutes dans dans les médecines alternatives. Et Complètement. ça permet de créer un peu une alternative à tout ça, qui est plus rassurante pour certaines personnes. Bah, j'ai des patients qui sont venus, enfin des consultants du coup, qui sont venus me voir en me disant je prends un rendez-vous avec vous parce que vous êtes infirmière. Ouais. Voilà, je suis pas prête à aller voir un ou une naturopathe, bien que tous les parcours soient honorables, il existe d'excellents naturopathes, mais aller voir une infirmière, c'est voilà, c'est ce qu'on connaît. On connaît l'infirmière, on sait par où elle est passée, on connaît son soin et comme tu dis, c'est rassurant. Mm. C'est rassurant. Donc, non, c'est bien. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, on est dans une période où, où voilà, on est plus axé sur la peur en permanence. Qu'est-ce qui Que... se passe en ce moment? Non, je vois pas. C'était où? C'était où en fait? C'est une boîte derrière toi, non? Et voilà, tout est axé plus ou moins sur la peur. Et Ouais. on oublie que si on veut avoir peur, vraiment, il faut regarder d'autres chiffres que ceux des décès du Covid. Et aujourd'hui, je reprends les chiffres que j'ai entendus du philosophe André Comte-Sponville sur RTL qui disait qu'il y a 150 000 morts du cancer par an en France. Et c'est sans compter les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore la hausse des cancers pédiatriques en France aussi. Donc, Il y en a un peu moins cette année, apparemment. un, Il y a moins de morts du cancer depuis le 2020. ah, Ouais. Mais après, il y en a pas mal qui sont de cancéreux qui meurent du Covid aussi. Donc ça, c'est encore un voilà, autre débat. les chiffres se confondent. Mais Ouais. c'est vrai que quand on compare aux 60 000 décès liés au virus actuel, Mm. bah, on a, on ne veut pas voir en fait où est notre vraie problématique. Et notre vraie problématique, c'est nos comportements de vie, c'est nos comportements de consommation, d'achat, de la façon dont on se nourrit en Mm. général. Donc, c'est un point hyper important sur lequel il faut insister, notamment pour les enfants. Je mets un petit point d'honneur là-dessus. Donc, je suis un petit peu dure des fois en ce qui concerne les enfants, mais j'aime bien rappeler qu'un enfant aujourd'hui, quand il naît, quand il arrive au monde, il ne sait pas ce que c'est la junk food, Mm. l'ultra transformé, la communication qui va cibler ses envies, tout ce qui est ultra sucré. Lui, il arrive ici, il ne sait pas ce que c'est. Ouais, il découvre et il adapte ses goûts à ce qui arrive devant lui, quoi, en fait. Mais oui, parce que c'est nous, adultes, qui composons notre société d'aujourd'hui, Mm. qui leur amenons ça. Donc, des fois de façon indirecte, je suis d'accord, mais voilà, les personnes qui travaillent derrière la communication qui cible les enfants pour Mm. ces produits-là,
Et bah, Ah, c'est c'est horrible. forcément des pères ou des mères de famille. Donc, il y a aussi des portes à ouvrir là-bas. Mmh. Et Après, voilà. il y a une autre problématique, c'est que moi, j'ai un enfant qui a 5 ans et demi. J'ai tout fait depuis sa naissance pour Mmh. essayer de l'habituer à des bonnes choses, et cetera. C'est ça. Alors, il consomme quasiment aucun bonbon, hein, des choses comme ça, de temps en temps, vraiment, quand il y a des copains, quand c'est des fêtes Oui. d'anniversaire, des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il vit en société. Il va à l'école, donc il a des copains. Des fois, il va chez les copains et du coup, il revient à la maison le soir et il dit: «Oui, je comprends pas, pourquoi moi j'ai pas le droit des Snickers, pourquoi j'ai pas le droit à des bonbons, pourquoi j'ai pas le droit à ça?» Et Ouais, voilà, donc il y a un juste milieu à trouver. C'est toujours compliqué dans une société où la majorité des gens n'ont pas forcément les bonnes habitudes. c'est ça. C'est pareil pour, les écrans, les dessins animés, les jeux vidéo, tout ça. Moi, ils rentrent le soir, «Oui, mes copains, ils ont des tablettes, ils ont des ci, ils ont des ça, pourquoi moi j'ai pas?» Voilà, bon. Mais, après voilà, les goûts, comme tu disais tout à l'heure, les goûts, ça se forme dès le départ. Moi, j'ai un exemple. J'ai un ami en fait, qui a découvert la spiruline, c'est une algue, qui est extrêmement saine pour la santé. Il a voulu commencer à en donner à ses enfants qui avaient déjà 7 ans et 11 ans. Bah, c'était Ouais. impossible, hein, il trouvait ça dégueulasse, il voulait même pas en toucher, c'était vert, c'était, voilà, pas moyen. Moi, mon fils, à l'âge de 2 semaines, j'ai commencé à lui faire consommer de la spiruline, donc il avait des biberons tout verts. Et il s'est habitué au goût et aujourd'hui, bah, il a 5 ans et demi. Je lui mets ça dans son chocolat le matin. Je lui fais du lait d'amande au chocolat avec de la spiruline dedans et autre chose, enfin d'autres trucs, mais voilà. Et il adore ça. Et c'est une question d'éducation, d'habitude en fait. Si on Oui. habitue les enfants à certaines choses, ils vont apprécier ces choses-là. Mais si on les habitue à d'autres choses, bah, ils vont les apprécier tout autant, en fait. Notre corps, il est plus fait pour consommer des produits vivants, des légumes, des choses, saines que de bouffer des frites, des Snickers et des hamburgers. C'est la fameuse Madeleine de Proust. On dit que si on mange bon, du fait maison, une alimentation de maison quand on est enfant, que comme tu fais, faire découvrir toutes ces saveurs, bah, à l'âge adulte, même si entre les deux, il aura son Mmh, autonomie ou il va tester d'autres choses, à l'âge adulte, il va vouloir retrouver ces sensations-là, ces saveurs-là. Et le risque aujourd'hui, c'est que la Madeleine de Proust de ces enfants qui sont bah, malheureusement entourés beaucoup de produits industriels, c'est que leur goût, leurs souvenirs bah, sont liés aussi à ces saveurs-là. Et le mmh, risque, c'est que dans quelques années, ils soient toujours en quête de retrouver ces saveurs qui, pour eux, sont des saveurs originelles alors qu'elles sont transformées. mmh, Donc, c'est c'est clair. important de cibler dans l'enfance sur, comme tu le fais, sur du fait maison et voilà, recentrer sur une alimentation plus vivante pour que après, même s'ils aient une transition entre deux, ils aient envie d'y retourner en grandissant. Mmh. C'est rigolo, ça me fait penser à, les supermarchés quand tu vas faire tes courses. Moi, soit je ne porte pas du tout le masque, soit je le mets sous le menton. Et il y a des gens qui te regardent avec des gros yeux comme si tu étais un dangereux, terroriste ou je sais pas quoi. Et moi, ce qui me fait toujours rigoler, ça m'arrive souvent de voir, tu sais, à la caisse, tu as la personne derrière, tu as ton masque sous le menton, elle est là, elle te regarde en mode, «Oh, mais il est fou lui, machin, il est complètement inconscient» et cetera. Et puis je regarde leur caddie et je les vois avec leurs gamins acheter, des bars des céréales, des Snickers, des glaces, des frites, des machins et j'ai dans ma tête, je me dis: «Mais c'est qui l'inconscient entre nous, quoi?» C'est hallucinant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent un peu à l'envers aujourd'hui dans notre Bah, c'est vrai société. qu'il faut. C'est difficile hein, parce que je me fais aussi ces réflexions-là. Je me fais les mêmes que toi, mais des fois, il faut essayer de se dire, il ne faut pas juger. Ouais, ouais, c'est pas toujours facile parce que c'est pas du jugement malsain, c'est du jugement justement où tu te dis: «Les gens sont dans cette situation-là aujourd'hui, mais si juste ils prenaient conscience des réalités». Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tout le monde est malade? Les 3 choses principales qui rendent les gens malades, qui sont les causes, on va dire, indirectes du cancer aujourd'hui, ça va être les produits laitiers, ça va être, le sucre et ça va être la surconsommation de viande. Mais si tu regardes depuis qu'on est gamin, on a à peu près le même âge, je pense que tu as dû les voir passer à la télé quand tu étais Ouais, plus jeune. Les oui, publicités financées par le gouvernement pour le sucre avec la petite abeille là, les publicités pour les produits laitiers avec la super chanson que tu as sûrement dans la tête au moment où j'en parle. voilà, hein. Voilà, et les produits pour, les pubs pour la viande. Enfin, je veux dire, on est dans un pays où le gouvernement investit dans ce qui nous rend malades. C'est quand même dingue et les gens, bah, tu vois, moi j'ai eu un cancer quand j'avais 23 ans. Oui, j'ai Heu, entendu dans l'histoire.
Voilà, bah, tu as regardé l'émission de vendredi, Ouais. et hem et quand j'étais jeune, bon, ma mère, je lui en veux pas du tout, hein, elle ne faisait que suivre les recommandations du gouvernement et des médecins, voilà. Moi, je consommais, plus d'1 litre de lait par jour. À 23 ans, j'ai un cancer. Bon, j'imagine que c'est pas que lié à ça, mais c'est en grande partie, une des raisons, quoi. Donc voilà, je reviens toujours là-dessus, il faut s'intéresser à sa santé, il faut s'intéresser à son corps, à ses corps même, à sa gestion des émotions, à son stress et cetera, son environnement, en fait. Parce qu'au Mmh. final, le corps fait partie de l'environnement, heu et enfin, le corps est le résultat de l'environnement. Bon bref, mais voilà, aujourd'hui, les gens délèguent leur vie à des soi-disant spécialistes de la santé, alors qu'en fait, c'est des VRP de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui concrètement, malheureusement, hein. C'est pas pour leur jeter la pierre, ils ont été formés comme ça. Mais voilà, la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on délègue sa santé à des experts de la maladie et les gens ne s'intéressent plus ou ne s'intéressent pas du tout, en fait, à eux-mêmes. Alors que c'est un petit peu la base. Si les gens apprenaient un petit peu à se connaître, bah, il serait pas mal. Moi, je veux dire, ça fait 13 ans que j'ai pas été malade une seule fois. J'ai juste le nez qui coule peut-être 12 à 24 heures une fois par an et à la limite, j'ai envie de dire, c'est un processus naturel. C'est C'est bien. le corps élimine, quoi. À un moment, quand il y a des choses à éliminer, il faut que ça sorte. Donc faut laisser faire. Mmh. Quand on va prendre des médicaments à la pharmacie contre le rhume, qu'est-ce qu'on fait? Tu coupes les symptômes, donc tu coupes le nettoyage, en fait. Donc si tu coupes le nettoyage, la fois suivante, le nettoyage, il sera encore plus important et au bout d'un moment, si tu fais ça depuis des années, bah, tu seras obligé de le faire parce que tes symptômes seront tellement grands que tu pourras pas les supporter. Mais voilà, à un moment, il faut écouter son corps et il faut le laisser faire son corps. Le meilleur médecin au monde, c'est soi-même, c'est son Oui. propre corps. Mais aussi, des fois, c'est difficile à entendre, il y a un peu de déni, c'est difficile à entendre que des fois, avec des gestes si simples que de réduire la consommation de certaines familles d'aliments, comme tu as cité, peut améliorer l'état général. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement difficile à mettre en place parfois, parce que pour Mmh. être au contact des individus, enfin, à échelle individuelle, dans un accompagnement, il y a toutes les constructions mentales, il y a toutes les fausses croyances, il y a toute la littérature qui dit A et qui dit B. Et Mmh. du coup, bah, je me retrouve avec des personnes en face qui me disent oui, mais les produits laitiers, c'est un peu une mode, et puis le gluten, c'est une mode, c'est finalement du pain, on en a toujours mangé, c'est pas ça qui nous rend malade. Et il y a des fois des fausses croyances ou des, voilà, Bah, c'est pas parce des qu'on a erreurs. toujours fait quelque chose que c'est une bonne chose, hein, je veux dire, l'espérance de vie, elle était il y a 200 ans, elle était de combien? De 40-50 ans? Bon, bah, les gens mangeaient peut-être plus sainement, mais ils avaient déjà aussi des mauvaises habitudes qui faisaient ils vivaient pas longtemps. Moi, je pense que pour moi, un corps humain, il est censé vivre au moins 150 ans. Si on avait une vie parfaitement saine, je me demande même si on serait pas capable de vivre 200 ans, si ça se trouve. Le problème, Peut-être. c'est que, bon, bah, j'en sais rien. Il y a des cas de personnes qui ont vécu très longtemps, mais ça reste, vraiment, rare. Mais le problème, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, on est obligé de respirer l'air qu'on respire, on est obligé de consommer ou d'être en contact avec de l'eau qui est déjà polluée. Donc c'est impossible d'avoir une hygiène de vie parfaite. Mais en tout cas, on peut déjà faire ce qu'on peut, faire au mieux. Il faut imaginer comme un millefeuille où tous ces facteurs de risque sont superposés les uns sur les autres. Et puis, on a une jauge qui est la ligne d'arrêt. Attention, là, on passe du côté du symptôme de la maladie. Donc, il faut juste enlever un maximum de ces couches du millefeuille. Si on ne peut pas, on est en centre-ville et on ne peut pas changer l'air extérieur, on peut changer ce qu'on met dans son assiette, on peut changer ce qu'on met à l'intérieur de son appartement, on peut changer sa routine sportive, on peut changer sa façon de voir les choses. Donc voilà, agir sur ce millefeuille, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et il y a d'autres sur lesquelles on peut agir, comme tu dis. Ouais. Et du coup, des personnes comme toi, peuvent, aider les gens, les accompagner. C'est Et ça. pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans la santé ou qui travaillent à l'hôpital ou des médecins ou infirmiers et cetera, intéressez-vous un petit peu à l'éco-infirmerie. Je le remets encore une fois et voilà, c'est ça ce n'est pas une réorientation, de carrière, c'est ce qui va venir compléter vos connaissances pour pouvoir aider encore mieux les gens Absolument. vos patients, quoi, en gros. C'est bien résumé.
Donc voilà, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir été sur Quartier Libre aujourd'hui pour présenter un petit peu tout ça, aux gens qui nous écoutent. Mmh. Et puis, j'espère, qu'on se bah, de toute façon, on restera en contact et puis merci d'être venu ici et les gens, ceux qui nous écoutent, allez voir un petit peu son site et intéressez-vous à tout ça. Bah, merci beaucoup à toi et puis à l'équipe de Quartier Libre de me permettre aussi ce temps d'écoute, enfin, de me permettre ce temps d'expression, Mmh. puisque voilà, c'est pas tout le monde qui laisse la parole comme ça. Voilà, quand j'ai vu un petit peu les personnes que vous interrogiez, des fois je me suis dit, ouh, moi je n'ai pas je n'ai pas des épaules aussi larges. Donc du coup, je suis contente de pouvoir communiquer et d'informer les soignants, quoi. Donc sur le site internet, c'est là qu'on retrouve des informations sur ce que je fais, qui peuvent être des éclairages. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. C'est toujours intéressant de partager. Voilà, bah, je mettrai toutes les informations sur le site, enfin sur la description de la vidéo et pour te répondre, Quartier Libre, c'est Quartier Libre, en fait. Nous, on invite les gens qui ont des choses intéressantes à dire et la parole est libre, à tout le monde. Donc moi, tu m'as contacté, j'ai trouvé que ce que tu faisais était très intéressant, donc j'ai voulu, t'aider à mettre ça en avant et je trouve que c'est important. Voilà. Donc merci à toi d'avoir pris ce temps, d'être venu expliquer ça aux gens et voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, bah, je suis Quartier Libre sur Telegram. Et puis, donc, j'incite vraiment les gens à le faire aussi pour se tenir informés. Il y en a tous les jours des infos, tous les jours. Oui, Et oui, on fait, à part le site, j'ai pas vraiment créé d'autres réseaux parce que bah, Facebook, je l'ai fait pour être présente, mais il est vide d'activité. C'est juste pour que les personnes qui soient dans la région puissent trouver les horaires d'ouverture et tout ça. Et j'ai essayé de créer une petite page Instagram à ma hauteur. Voilà, c'était un des seuls réseaux sociaux qui me paraissait le plus, enfin voilà, ouvert à la créativité, on va dire, même s'il est assez restreint en termes de visibilité. Donc merci beaucoup à toi. bah, écoute, j'espère que ça aidera à faire connaître, l'éco-infirmerie et puis ceux qui habitent dans la région de Grenoble, allez voir Virginie. Elle Mais est entre Grenoble et Valence, voilà. Voilà, il y a toutes les infos sur son site internet, donc n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi et Merci, bonne fin de journée à tous. oui, et à bientôt, j'espère.